Bon, vous l'aurez compris, je me trouve en présence de Marianne Maury-Kaufmann à la librairie Maurice Nadeau. Fan de Nabokov. Fan de Nabokov, qui est dessinatrice. Vous connaissez sûrement son personnage le plus connu, Gloria. Oui. Et romancière, donc c'est l'autrice de Pas de chichi, que vous avez certainement lu, et Dédé, enfant de salaud, et plus récemment Varsovie, les lilas. Nous vous retrouvons ici à la librairie Maurice Nadeau pour parler de son dernier roman, Maman, ce vendredi. Roman où la noirceur le dispute au comique. C'est un roman tout en angle dur, où la charge de non-dit pèse lourd. L'histoire de deux sœurs, Katia et Noémie, qui ont pour tâche d'aider leur mère à mourir. Donc vous avez choisi un titre qui résonne avec l'actualité. Comme vous le savez, un projet de loi pour l'aide à mourir se prépare au Parlement. C'est pas encore voté, mais ça va l'être bientôt. Est-ce que cette réalité politique a motivé l'écriture de ce livre, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de plus personnel, puisque vous avez vécu le décès de votre grand-mère à l'âge de seulement 11 ans. Donc est-ce que c'est un peu des deux ou... Non, c'est pas du tout, je n'ai pas du tout été inspirée par l'actualité. J'ai commencé à travailler sur ce texte en 2016. Ah ouais. Alors on pouvait déjà parler de ça en 2016, mais on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est brûlant. Ce qui m'embête presque, parce qu'on peut penser que je suis, comment on dit, opportuniste. Non, mais c'est certainement qu'on peut se dire, évidemment c'est le sujet à la mode. Enfin, ça fait longtemps que j'ai commencé ce texte. Et ça fait encore plus longtemps effectivement que ce thème, si je puis dire, est présent dans ma vie. Depuis presque toujours, oui. Parce que ma grand-mère maternelle, c'était quand j'avais 11 ans, ça m'a énormément marqué. Et puis ça s'est poursuivi, c'est-à-dire que je suis dans une famille où on suit. Ah ouais. Ouais. Ce qui me confère une sorte d'expertise. Non, plus sérieusement, j'ai été exposée à des événements de ce genre plusieurs fois, ce qui m'a permis d'avoir peut-être le recul qui était nécessaire pour écrire l'histoire. Même si, vous voyez, le recul, au début, je l'avais peut-être pas assez, parce que j'ai arrêté la rédaction du livre pendant longtemps pour la reprendre ensuite. Enfin, c'est une longue maturation. D'accord. Oui, et votre livre ne prend pas vraiment parti au sujet de l'euthanasie. Et personnellement, vous êtes plutôt en faveur de l'aide à mourir ? Je suis complètement en faveur de l'aide à mourir. Je trouve ça complètement absurde qu'on n'offre pas cette possibilité aux gens. Et je trouve qu'une législation qui ferme quand même gentiment les yeux sur certaines violences et qui n'autorise pas entre soi et soi à mourir quand on le désire d'une manière discrète et criminelle, parce que je pense que c'est à cause de ça qu'il y a des rocambolesques dans le métro ou dans... Bon, voilà. C'est comme toutes ces législations, je pense que ça n'empêche pas les gens de renoncer, ça ne fait pas renoncer les gens à leurs projets, mais ça leur met des bâtons dans les roues et ça fait que les choses deviennent beaucoup plus dramatiques qu'elles ne le sont. Et douloureuses. Ouais. Donc Claudie, la maman de votre roman, tente une sorte de sédation profonde, fait maison en quelque sorte, puisqu'elle s'applique ou elle se fait appliquer des patchs. Alors est-ce que c'est des patchs de quel type? J'ai dû me déconcentrer à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est des patchs pour s'arrêter de fumer, non? C'est pas spécifié, c'est pas spécifié. Oui. Et puis c'est pas elle qui fait un truc maison, hein. Il est spécifié en revanche qu'elle a eu un rendez-vous avec une spécialiste de la fin de vie. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, mais pour épargner à ses filles... presque comique dans le fait qu'il y ait plein de patchs sur son corps. Ça flirte un peu avec le comique. Oui. C'est exprès. Mais c'est-à-dire que d'abord dans la vie, je suis un petit peu du genre à rigoler pour franchir les choses difficiles. Oui. C'est-à-dire que dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui lutte contre l'adversité en rigolant. Dans mon écriture, ça se ressent. Et d'autre part, en ce qui concerne le... c'est comme un mot ou des histoires qui foutent les miquettes aux gens, qui font très peur, alors que dans mon idée,
je tiens pas du tout à ce que tout le monde y recourt, mais ça a à voir avec la liberté, avec le choix, beaucoup plus qu'avec le malheur. C'est-à-dire que ce qui est triste, c'est que quelqu'un en vienne à cette extrémité, mais enfin cette extrémité est plutôt quelque chose qui est salvateur. Il y a aussi beaucoup de passages oniriques. La mère donc se réveille alors qu'on la croyait morte, puis sa peau se détache avec les patchs. On a l'impression que vous avez eu envie de partir vers quelque chose de moins réaliste vers la fin du roman. Il y a il me semble qu'au contraire, c'est très réaliste, même naturaliste, de parler de la peau qui se détache avec les patchs. C'est ce qui se produit vraiment alors. Ça peut, quand il y a une déshydratation telle, j'imagine. Et pour moi, c'était plutôt une manière de rendre un événement qui peut avoir des échos comme ça, terriblement oniriques, de le ramener à sa juste nature d'événement tout à fait physiologique. Il y a quand même des passages un peu étranges. Je vous donne une petite citation. Donc, oui. Mon nez était ankylosé. Je n'osais le toucher de peur qu'il ne se détache et ne tombe comme une croûte. Alors que votre nez paraît très, très solide. Donc là, il y a quand même des touches surréalistes. À quel poids a pour vous le surréalisme en littérature? Est-ce que c'est une influence très nette ou juste par petites touches? Il me semble que c'est plus de l'humour que du surréalisme. C'est une sorte de façon de traiter la vie, oui, peut-être. Peut-être que c'est un petit côté surréaliste, mais voilà, c'est une façon de voir les événements. J'aime bien qu'il y ait un peu de poésie. Parfois c'est cru, que j'aime bien. Ouais. J'ai bien aimé. La poésie et l'humour, je pense que ça permet quand même d'avaler beaucoup de choses. Ouais. Et vous aimez bien créer des personnages qui rebutent un peu. Oui. La mère, par exemple, est un peu ce que la poétesse Marina Tsvetaeva appelle une hymne maternelle. Oui. Oui. Ce qu'elle trouve assez rare chez les femmes. Oui, c'est vrai que j'aime bien les personnages... c'est pas antipathique, mais disons... On m'a d'ailleurs reproché, certains éditeurs qui ne voulaient pas de mes textes, ils ne les voulaient pas à cause de ça, en me disant on ne peut pas s'identifier. Ah oui, oui, c'est rire. Ça me fait rire. La grande... Oui, c'est la grande histoire du moment. C'est à quel point on peut s'identifier. Mais pourquoi est-ce qu'on s'identifierait? Il y a de plus en plus de jeunes qui ne lisent que des textes ou qui... Ils vont se chercher eux dans le texte. Le narrateur a le même âge qu'eux, le même sexe qu'eux, la même ethnie, presque. Voilà. J'exagère un peu, mais il y a de ça. Oui, oui, alors moi je ne suis pas du tout à la recherche. Je crois que c'est plus la jeune génération qui recherche ça, ce besoin de s'identifier avec le personnage principal. Ouais. À l'exclusion de tout autre âge, toute autre... pas ethnie en général, mais il faut que ça soit du même sexe aussi. Ça compte. Oui, il y a Katia aussi qui exerce une activité proche de la cyberprostitution. Bon, c'est pas spécifié, mais voilà, elle expose son corps sur Internet. Alors, est-ce que c'est l'adage d'André Gide selon lequel on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments, ou est-ce que c'est plus que vous aimez prendre des risques? Ah, c'est un peu les deux. C'est vrai que si je me mets à raconter une histoire dans laquelle tout le monde arrive à ses fins, tout le monde s'entend bien, et puis on se marie à la fin, et tout. Enfin, bon, moi, ça me barbe un peu. C'est pas du tout la recherche des katas pour la recherche de la kata. Non, c'est pas ça. C'est que dans la vie, quand même, les aspérités, c'est plus intéressant. L'insuccès, c'est plus intéressant que le succès. Souvent. Oui. Plus fécond en rebondissement. Il faut bien dire qu'il y a plus de ça dans la vie que de... Je trouve la littérature feel good mensongère, juste mensongère. Ouais. Et moi, c'est drôle, ça me fait pas du bien de lire des salades comme ça. Là, pour le coup, c'est pas que je cherche à m'identifier, mais ça devient très très loin de moi, quoi. Ceci dit, j'ai vu qu'il y a une lectrice de littérature feel good qui vient d'acheter un superbe manoir, je sais plus où et tout. Et, elle doit se feel good dans ce manoir. Ça fait penser.
Oui. Alors la narratrice prénomme Katia, ce qui veut dire pur en grec. Ah bon, je savais pas. Oui, je ne le savais pas non plus. Mm-hmm. Donc le choix du prénom, vous est-il venu spontanément? Est-ce que c'est pas que vous avez voulu qu'elle soit pure ou plus proche de Catin, puisqu'elle s'expose sur... Non. Franchement, Eric. Ouais, est-ce que c'est en tout cas la dureté du prénom par rapport à Noémie qui est tout en méliflux, en consonne méliflux. Katia, c'est plus en consonne il y a plus dure. peut-être un truc comme ça, mais Ouais. inconscient. Parce que les prénoms, j'ai remarqué, me viennent d'une manière tout à fait... oui, alors non, mais c'est de l'ordre du météorite. D'accord, ouais. De la météorite ou le Une météorite. Ouais. C'est l'ordre de la météorite qui te tombe dessus comme ça, Katia. Il y a peut-être quand même quelque chose. Moi, je suis issue d'une famille qui est moitié polonaise, et puis donc il y a quand même peut-être un petit peu ça. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Noémie, c'est plus doux, et que Katia, c'est un peu plus... Elle a plus d'aspérité, Katia, quand même. Ouais. D'accord. Et elle a un nom qui ressemble un petit peu aux consonances du prénom de sa mère aussi. Ah oui, je n'avais pas remarqué ça. Ouais. Alors dans ce roman, sur la mort, on trouve régulièrement des allusions à la sexualité. Est-ce que vous trouvez que de nos jours, la sexualité est de plus en plus exclue des romans français, même étrangers d'ailleurs? Je lis pas beaucoup de romans d'aujourd'hui, j'avoue. Et ce que je pense, c'est pas tellement, je me soucie pas tellement de savoir quelle est la place de la sexualité dans les livres. Mais dans la vie, je pense qu'elle est très présente. Je pense que tout n'est pas sexualité. Et par exemple, il y a une propension à en mettre un petit peu trop. Je me suis fait cette remarque, ce que je ne me suis pas faite à propos des livres, je me l'ai fait à propos du théâtre. Parce que dans le théâtre, il me semble qu'on en rajoute beaucoup. On ne va pas voir une pièce sans que quelqu'un se foute à poil, sans qu'il y ait de raison, et tout, c'est spécial. Hein. C'est très... c'est un petit peu... tout le temps là. C'est vrai que c'est un peu à la mode au théâtre. Dans la littérature d'aujourd'hui, je ne me rends pas trop bien compte. Mais dans la vie, je pense que c'est important. Et en plus, par le biais de la sexualité, on peut dire des choses sur les personnages. On peut aller assez loin, parce que dès qu'on parle de sexe, on va loin, par définition. Et donc, ça donne, évidemment, quand on parle de la sexualité d'un personnage, on dit des choses importantes sur ce personnage-là, sans avoir besoin de faire des pages dessus. C'est vrai. Mais c'est quand même souvent voilé en littérature, alors qu'au cinéma et au théâtre, vous dites justement que c'est beaucoup plus explicite. C'est un peu paradoxal finalement, parce que c'est plus choquant quand c'est visuel. Oui. Alors que dans le roman se voile de plus en plus, je trouve, s'embourgeoise un peu. Alors que donc, vous résistez à ça. Ah oui, je déteste lorsque la sexualité est l'occasion d'utiliser des tas des détours et des formules un petit peu... Tout à fait. Alors, c'est une question qui va peut-être vous froisser un peu, sans doute pas. Donc Katia pose un regard que certains pourraient qualifier de masculin sur sa sœur. Elle évoque à plusieurs reprises ses seins. Que pensez-vous de la notion du male gaze et de la misandrie grandissante chez les jeunes femmes? Que je constate chez mes étudiantes, par exemple. Je trouve ça très triste qu'il y ait enfin, misandrie, ça veut dire qu'on n'aime pas les hommes. Bah ça, je trouve ça triste. Et ma sœur, qui est professeure de français, m'a parlé un petit peu de l'état dans lequel étaient les jeunes filles au collège et tout ça. Donc je n'ai pas constaté moi j'ai 3 fils. Et donc bon... Vous l'avez moins remarqué. Oui. Ouais, j'ai moins remarqué. Mais il y a plusieurs années, ça remonte à pas mal de temps, j'ai commencé à voir, il m'a semblé, peut-être à la sortie de l'école de mes gamins ou quoi, que les filles étaient entre filles et les gars entre gars. Et déjà ça me semblait bizarre. Moi, à mon époque, je crois qu'on était mélangés. Oui, je trouve ça un petit peu triste. Je trouve ça un peu triste, voilà. Il y a une sorte d'auto-ségrégation qui est très forte, oui. Ouais. Mon fils a remarqué ça aussi. Mais que Katia dise des choses sur... Si ça avait été écrit par un homme, on
m'aurait tout de suite fait remarquer que ça faisait partie du male gaze et de l'objectification du corps de la femme. Ah oui, moi il y a quelque chose que je trouve pénible avec la police d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse plus s'exprimer. Alors nous on a plus le droit, nous on peut, quand on est à la piscine, bien détailler le corps des hommes sans donner à cœur joie. Et les hommes peuvent pas faire la même chose. Je trouve ça assez ahurissant. Bon, bah, c'est un retour de bâton, comme on dit. Mais c'est un peu l'effet Me Too, pensez. Bah oui. Ouais, Oui, oui. Mais je trouve ça salutaire pour certaines choses, cette remise au point, mais ça va trop loin. Mais je pense que c'est comme un élastique, ça va aller très loin, puis après ça va se calmer, il faut le souhaiter. Ouais. J'étais assez étonné de voir ça chez mes étudiants. Bon, j'en ai conclu qu'en fait, c'est lié à deux raisons principalement. Il y a peut-être d'autres raisons, d'autres facteurs. Une raison, c'était qu'il y a une concentration de harceleurs de rue très très forte à Paris. Ah bon? Ouais, beaucoup plus que dans d'autres villes, forcément. Et ça a tendance à être que dans les grandes villes. Et aussi qu'à cause de la pornographie, il y a plus de... La violence est normalisée dans la sexualité. Et donc je pense que les jeunes femmes subissent ça de manière très forte. Et du coup, alors la violence liée au visionnage de porno, ça je veux bien le croire. Paris, harcèlement, maintenant je suis un peu retirée, vous voyez, à cause de mon âge, mais je n'ai jamais été, une fois ça m'est arrivé, une fois un homme a porté la main sur moi, c'était très désagréable, au bout de 20 mètres j'étais remise, voilà, je me suis retournée, je savais même pas quoi. C'est plus d'expérience aussi, ça compte. L'expérience de la vie, quoi, que bon, voilà que... Non, j'ai trouvé ça très désagréable, mais bon, il n'y avait pas beaucoup plus à en dire. Je me suis retournée, j'ai dit espèce de gros cochon et tout. Et puis après, j'ai passé mon chemin. Et je me suis jamais plus fait emmerder alors que je me promène beaucoup dans Paris et que je me promenais dans des tenues un petit peu des mini et tout ça. Donc, je sais pas si c'est pas un peu une réputation usurpée. Non, mais j'ai regardé les statistiques. Il y a vraiment une grosse concentration à Paris. Alors bon. Bon, ce qui est... Et pour en revenir à Katia et à son côté masculin, oui, quand même, Katia, le père voulait qu'elle soit un garçon, donc il y a un petit truc qui reste. Oui, c'est ça, oui. Et entre sœurs, parce que dans ce livre, je crois qu'il est question essentiellement des rapports sororaux, qui m'intéressent beaucoup. Évidemment, moi, comme j'ai une sœur, ça fait longtemps que je réfléchis à tout ça, et je ne viens pas au bout de l'analyse de ce rapport qu'on a entre sœurs. Et de toute façon, il est fait en partie de... C'est pas vraiment une concurrence, mais c'est quand même un regard sur l'autre qui induit, par exemple, oui, voilà, je mesure ses seins par rapport aux miens, ou bien je vois qu'à elle, tel type de vêtement va bien, alors que moi, ça ne me va pas. Nos cheveux, on peut les comparer et tout. C'est très présent entre deux sœurs. Oui, c'est ça. C'est pas forcément une objectification... Voilà, quand on regarde tout le monde regarde le corps de tout le monde, en fait. Ouais. Non, c'est naturel. En fait, quand on est sœurs, et même peut-être frères et sœurs, on s'est baignés ensemble pendant longtemps et tout. On rentre dans la chambre de l'autre quand il est à poil. On est un peu plus naturel que ça. Mais c'est ça qui est pénible dans la période qu'on vit actuellement, c'est qu'on a la sensation qu'il n'y a plus rien qui est naturel. Non ? Ouais, tout est interdit. Ouais. Même le regard. Ouais. Alors, vos deux auteurs, enfin les deux que vous citez le plus souvent, sont Louis Calafert et Vladimir Nabokov. Ah bon? Oui, enfin j'ai constaté ça dans les vidéos. Ah oui. Ouais. Mais je dirais quand même, il faudrait mettre Madame Ginsberg avant Calafert. Elle est plus importante pour moi, Natalia Ginsberg. Oui. Et comme ça fait un garçon et une fille. D'accord, très bien. Et est-ce que dans vos romans, les personnages masculins vous intéressent moins que les personnages féminins? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai écrit... Mon premier roman, c'est Dédé, enfant de salaud, c'est un garçon. Mon deuxième, c'est Varsovie et Lila, il s'agit d'une femme. Mon troisième, c'est Simon, c'est un garçon. Là, il s'agit de deux sœurs. Celui que j'ai écrit depuis sur un garçon. Et le sixième, que je suis en train d'écrire, le héros est encore masculin. Au contraire, je me suis dit... que je faisais plus parler des hommes ou des garçons, et je crois que ça me donne une plus grande liberté, parce que c'est un peu comme de jouer avec une marionnette, je connais moins bien, donc je peux aller, je peux me tromper un peu, je peux aller trop loin, je peux délirer, je peux jouer plus. Alors Claudie, la mère éponyme du roman, semble incapable d'aimer correctement ses enfants.
donc cette mère immaternelle. Donc même si ce n'est jamais dit explicitement, on subodore qu'elle a vécu la Shoah ou quelque chose qui s'approche de ça. Et votre propre mère, elle était ou est aux antipodes de cette mère, ou est-ce que c'est un portrait déguisé? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, c'est un portrait qui n'est pas déguisé. C'est un portrait très fidèle. C'est la seule chose fidèle du bouquin. C'est-à-dire que c'est une construction, ce roman, mais le personnage de la mère, auquel je souhaitais régler son sort, je pense, correspond vraiment à ma mère. Et les mots qu'elle utilise sont les mots que ma mère nous a dit, ou m'a dit. Pas forcément d'ailleurs dans la circonstance dont il s'agit dans le roman, mais ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche. Et donc c'est très 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 fidèle. Ma mère est née en 1939 à Varsovie, juive, et elle a subi la Shoah. Sa mère a été en camp. Elles se sont retrouvées à la fin de la guerre par miracle. Et ma mère n'a jamais été capable d'aimer qui que ce soit, ni ses enfants, ni son mari, ni personne. Voilà, elle est passée dans la vie comme une sorte de météorite, mais rien ne l'atteignait. Rien ne l'atteignait. Même pas la douleur physique. Ah oui. Oui. Non, c'est pas... Oui. Et en revanche, il y a un bref portrait d'un père assez drôlatique, un peu maladroit, un peu une sorte de Pierre Richard du bricolage. Et donc là, c'est un peu un portrait de votre père? Non, lui, il fait penser à mon père. Hein. Ah oui? Oui. Mon père était assez grunge, non? Enfin, il faisait des meubles grunge. Ah oui, d'accord. Non, ça c'est... J'ai changé ce personnage, il est un peu... Je me suis inspiré de votre père. Ah, d'accord. Alors, vous avez dit dans un autre entretien que vous n'aimez pas parler de vous. Alors, Katia, elle est néanmoins écrivaine, donc est-ce que de temps en temps, vous affleurez un petit peu dans vos personnages, un peu malgré vous, ou est-ce que vous aimez bien flirter un peu avec l'autofiction? Dans ce livre, il y a une part biographique, et donc dans Katia, il y a une part de moi, et je pense qu'il y a 2 mois dans tous les mots de mes romans. Donc je dis que j'aime pas parler de moi, mais je suis tout le temps certainement en train de parler de moi. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas... C'est inévitable. Ouais, peut-être. Ouais. Mais frontalement, me mettre à ma table et puis faire un roman dont je serai un personnage, ça, je pense que ça m'arrivera jamais. Et là, en ce qui concerne Katia, quand même, elle est proche de moi, mais tout n'est pas... Ça m'a pas arrangé tellement, là, cette histoire d'écriture. Ça m'a pas arrangé qu'elle écrive. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que, à vrai dire, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus éloignée de moi. Donc puis moi, mes romans marchent très bien, donc c'est une grande différence entre Katia et moi. D'accord. Alors, elle déteste le mot abat-jour. Y a-t-il d'autres mots que vous détestez? Donc là, je comprends bien l'abat-jour, ce qui tue la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres mots que vous n'aimez pas? J'aime pas le mot massacre, qui est un beau mot, hein. C'est très beau. Très beau. Il a de la gueule, c'est vrai. Il a de la gueule, mais je l'aime pas trop, et c'est quand même aussi beaucoup parce que ma mère l'utilisait beaucoup. Ma mère avait aussi un vocabulaire qui n'était fait que de mots effarants, forcément. Et donc, je sais pas, si on renversait quelque chose sur la table, c'était un massacre. Ça allait très vite pour faire un massacre. Donc massacre... Donc elle était dans l'hyperbole constamment. Voilà. Et est-ce qu'il y a des mots que vous aimez beaucoup, comme Amélie Nothomb qui met le mot pneu dans tous ses romans? Tellement elle aime. Est-ce qu'il y a des mots que vous pressez comme des citrons? Des mots que vous aimez particulièrement? Il y a des mots auxquels je trouve particulièrement du charme, mais ce que j'aime surtout dans l'écriture, c'est trouver le mot tout à fait adéquat, c'est-à-dire le mot qui a exactement le sens que je veux, mais dont la physionomie, parce que c'est vrai que les mots, ils ont leur longueur, leur tonalité, il y a tout qui compte. Et alors quand il y en a un comme ça qui en plus fait comme une noisette dans la plaque de chocolat, comme ça qui craque au milieu de la phrase,
Ça, c'est vraiment chouette. Mais j'ai pas de mot fétiche. J'aime pas trop le fétichisme. D'accord. Ouais. Elle est pas antipathique, Amélie Nothomb, mais enfin, moi, j'ai pas un chapeau fétiche, un mot fétiche. Non, j'aime pas ça. Donc, dans ce roman, alors qu'on s'attendait à un rapprochement entre mère et fille, il se focalise bien plus sur la relation entre les deux sœurs. Et il y a un moment clé où elles se partagent leur dent de lait, que j'ai beaucoup aimé. C'est à mon sens l'image charnière du roman, un peu ce que T.S. Eliot appelait un objective correlative. Donc une image qui révèle le cœur de l'œuvre. Est-ce que l'idée vous est venue en cours de route ou plutôt avant la rédaction du roman? Et est-ce que vous planifiez, à l'instar de John Irving, vos romans de A à Z? Alors là, il y a plusieurs questions. Déjà, les dents de lait, pour moi, c'était très important, à telle enseigne qu'à un moment, je me suis dit, mon titre est quand même, je sais pas, pétard, il est tellement fort. Oui, Si jamais j'ai un gros problème moi-même avec ce titre, j'appellerais peut-être ce livre Les dents de lait. Vous voyez? Ah oui. Donc c'est très important pour moi. Ouais, c'est une belle image. Ceci dit, je pense que ça a pris plus d'importance, en particulier, ça s'est décidé assez tard, le fait que finalement le livre termine sur les dents. Mais pour moi, pas seulement pour moi d'ailleurs, hein, les dents à plus d'un titre, c'est très très important, c'est-à-dire que c'est presque ce qu'il y a de plus vivant en nous, puisque c'est ce qui ne mourra pas, etc. Donc ça c'est vachement important. Effectivement, même si finalement elles prennent pas beaucoup de place dans le roman, ces dents. C'est amusant que vous l'ayez remarqué à ce point. Oui, ça m'a frappé. C'est comme un petit véhicule, cette histoire de dents de lait. Ça transporte quelque chose d'énorme, même si c'est tout petit. Et d'autre part, en ce qui concerne le plan, finalement, du bouquin, quand j'ai commencé, je savais vraiment pas du tout comment ça se passerait. Et puis d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était une pièce de théâtre. Et puis elle se terminait pas comme ça, enfin, la mère ne mourrait pas, etc. Donc c'est vous dire si je ne savais pas au départ, mais il y a des moments en cours d'élaboration du texte, il y a des moments où je me dis où est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu veux. Voilà. Et il y a un moment, je ne saurais pas vous dire bien lequel, où je me dis aussi maintenant, il faut que tu saches à peu près vers où tu vas et comment ça va se terminer, etc. Mais c'est un peu, quand je suis un peu avancée, j'ai besoin de ça. D'autant plus que c'est un long travail un peu comme la marée, vous savez, comme la marée, les vagues qui viennent comme ça les unes après les autres. Moi je retravaille le texte et je le retravaille. Et une petite chose dont je parle au début, j'aime bien qu'on en reparle à un moment. Et donc forcément il y a des allers-retours tout le temps comme ça. Ça implique qu'il y a une sorte de... Enfin, j'aime bien qu'il y ait une sorte de fluidité, d'unité, mais qui ne s'obtient qu'au prix de pas mal de boulot, et effectivement au prix de l'édification, à un moment ou à un autre, d'un squelette. Et ça, je l'ai constaté quand j'ai écrit mon premier roman, Dédé enfant de salaud. J'écrivais, puis à un certain point, j'ai été complètement larguée. Parce que mon premier bouquin, c'était un bouquin de nouvelles. Pas de chichi, ce sont des nouvelles. Et là, au milieu du roman, je me suis dit, ah non, mais alors là, je suis... Comme un roman, on ne peut pas l'embrasser d'un seul coup d'œil. Comme c'est trop grand. J'ai été perdue, complètement perdue. Et je me souviens, j'ai pris un bloc, et puis j'ai écrit un peu... J'avais un peu honte d'écrire ça comme ça. Je faisais une petite croix, puis alors, là, Dédé fait ci. Ensuite, il y a la séquence là. Ensuite, il y a le truc avec la carabine. Ensuite, bon... Et je sais pas, ça me semblait un peu bizarre, ça me semblait un petit peu trop concret. Mais en même temps, voilà, après, il est toujours arrivé un moment dans l'élaboration du livre où j'ai besoin de ça. Je fais pas des fiches, certains auteurs ont des fiches, et puis ils les déplacent et tout. Moi, j'ai des petits carnets sur lesquels je mets plein de notes, mais je les reporte sur l'ordinateur, et donc j'ai des fichiers, et pareil, il faut les ouvrir les uns après les autres, quoi. Voilà. Oui, c'est John Irving, il planifie tout de A à Z avant d'écrire le roman. Ah ouais. Il sait exactement ce qui va se passer dans chaque chapitre. Ouais. Il connaît même la dernière phrase du roman. Ah ouais. Pour pouvoir se concentrer sur la langue uniquement. Ouais. Mais il moi, y en a très peu qui font ça. Ce que j'aime beaucoup, en revanche, j'aime beaucoup, le moment... Moi, je peux pas m'empêcher de soigner la langue dès le début, parce que j'aime ça. C'est ça que j'aime. Mais le moment où on a tout le texte, le premier jet, moi je dis,
le moment où j'ai le premier jet, où il faut que je retravaille, ça c'est le moment le plus kiffant. Parce qu'effectivement, on l'habille, quoi. C'est comme si on avait une Barbie à poil et puis qu'on lui met des petits... Ah, c'est le moment de la préparer pour sa soirée, de choisir ses mules et tout. J'adore ça, j'adore le retravail. Et je pourrais continuer ad vitam aeternam à retravailler un texte. C'est pour ça que heureusement il y a publication, parce que sinon je ne peux pas clore un texte. J'y arrive pas. C'est Pierre Lemaître qui dit qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a que de la réécriture. Bah, c'est un travail très différent, ouais. L'écriture et la réécriture. Merci beaucoup, Marianne Maury-Kaufmann. Merci à vous, Eric.